pays un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui-et-moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir, les titres de ce journal. Après le Bénin, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad est arrivé cet après-midi à Niamey au Niger pour une visite de 48 heures. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Nous irons à Agboville en Côte d'Ivoire, une région pro-Gbagbo non loin d'Abidjan, où ce sont les candidats de la coalition au pouvoir et quelques indépendants qui battent campagne. Une campagne qui bat également son plein dans l'indifférence des pro-Gbagbo de cette localité. Et puis au Mali, l'ambassade du Burkina Faso a servi de cadre au lancement des lampes de lecture Mama Light. Ces lampes multifonctionnelles permettent aux élèves du monde rural d'apprendre facilement leurs leçons, mais aussi de vaguer à d'autres occupations. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Africable Télévision pour vous informer. Après le Bénin, le président de la République islamique d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, est arrivé cet après-midi à Niamey, au Niger, dans le cadre d'une visite de travail de 48 heures. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Le président iranien est accompagné dans ce déplacement par une forte délégation composée d'hommes politiques et d'opérateurs économiques iraniens. Cette visite intervient 2 mois après la tenue du 16 au 19 février dernier à Téhéran de la deuxième réunion de la commission mixte de coopération économique nigéro-iranienne, à laquelle a pris part le ministre nigérien de la coopération et des affaires étrangères, Mohamed Bazoum. Le président d'Iran est en tournée en Afrique de l'Ouest et il a retenu Niamey comme une étape de cette visite. Ce sera une bonne occasion pour nous pour renforcer les liens de notre coopération. L'Iran est un pays extrêmement développé dans le domaine de la science et de la technologie. Un pays qui a des capitaux qu'il voudrait voir investir en Afrique dans des domaines bien spécifiques. Et certainement que l'occasion de cette visite sera un des moments des possibilités d'investissement des capitaux iraniens dans différents domaines au Niger. L'uranium s'est soumis à une réglementation internationale très précise. Est-ce qu'il serait possible en même temps d'être conforme à cette réglementation, de faire du commerce de l'uranium avec l'Iran? Je n'en suis pas très sûr. Je ne pense pas que ce soit l'objectif de la visite du président iranien. Direction Agboville, une région pro-Gbagbo non loin d'Abidjan, où ce sont les candidats de la coalition au pouvoir et quelques indépendants qui sont en campagne pour se faire élire le 21 avril prochain. Mais Agboville concentre surtout aujourd'hui les problèmes de développement auxquels sont confrontées les localités ivoiriennes. Ici, la campagne bat son plein dans l'indifférence des pro-Gbagbo. Reportage sur place de nos correspondants permanents en Côte d'Ivoire, Ange Hermaniani et Herman Dogo. À l'image, elles offrent une belle perspective, ces machines à l'arrêt depuis 10 ans. Difficile de démêler les toiles d'araignée des fibres de coton qui recouvrent ces tisseuses. Plus de 1200 ouvriers au chômage avec à la clé 27 milliards de francs CFA de dettes. La société cotonnière ivoirienne, principale pourvoyeuse d'emplois dans la région d'Agboville, est à l'agonie. Une poignée d'ouvriers y travaillent encore, le désespoir chevillé à l'âme. Émile Lowe, pour passer le temps, s'accroche à sa Bible, espérant des lendemains meilleurs. Le nombre de nos camarades sont à la maison depuis la nuit des temps, au chômage. Ils n'ont rien à manger. Beaucoup de leurs femmes sont parties. Les enfants souffrent. Et donc, c'est la même souffrance que tous nous partageons depuis la nuit des temps. Dans cette région, tout est priorité et Agboville souffre de manque d'infrastructures. Des pistes en mauvais état pour joindre des villages comme Oforigué. Ici, pas de marché pour les 1500 habitants. Alors Josiane, qui se débrouille comme elle peut, n'a qu'un souhait. S'il y avait une marché ici, j'allais vendre au marché pour que mes marchandises marchent, pour que je puisse gagner de l'argent. À Agboville, où l'on a voté à près de 80% pour l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo lors de la dernière présidentielle, ces élections locales ne passionnent pas les foules.
Pour Adama Bictogo, ex-ministre d'Alassane Ouattara, la victoire n'est pas acquise d'avance. Il lui faut rassembler bien au-delà de son camp. Nous allons avoir une mairie moderne. La bataille qui a eu lieu au présidentiel, qui s'est prolongée aux législatives, a pris fin dès lors que nous sommes partis pour les élections municipales. Parce que la mairie, c'est leur chose. J'appartiens à tous les Agbovillois, qu'ils soient RDR, PDCI, FPI, UDPCI. Le 21 avril prochain, les Ivoiriens devront élire leurs conseillers régionaux et municipaux sans la participation du Front populaire ivoirien, le principal parti d'opposition. Actualité au Burkina Faso. Pour la paix en Afrique et au Mali en particulier, ils se donnent la main. C'est à Ouagadougou qui est le point de départ de la caravane, une initiative de la Jeune Chambre internationale et de l'ambassade du Mali au Burkina Faso. Quand le Mali est secoué, le Burkina Faso se sent interpellé et il faut explorer les pistes de la paix. La paix est le socle de tout développement. Et sans la paix, nous ne pouvons pas prétendre faire quelque chose. Nous appartenons à un réseau international de jeunes leaders et c'est notre contribution à travers ce projet. Et en même temps, c'est une invite à l'ensemble des associations de la société civile. C'est une caravane qui est ainsi lancée avec une collecte de fonds à la clé. Point de chute, le Mali en main. Que la paix au Mali et en Afrique repose sur la jeunesse. En organisant cet événement, vous témoignez de la conscience que vous avez de cette responsabilité. Je vous souhaite de persévérer. En réalité, le Mali n'est qu'un prétexte pour la Jeune Chambre internationale et sa partenaire, Vivens Association, de réfléchir sur la contribution de la jeunesse à l'instauration d'une paix véritable et définitive en Afrique. Nous poursuivons avec l'actualité au Mali. Demain, c'est le procès de notre confrère du journal Le Républicain, Boukari Daou. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Fatou Diagne Senghor, juriste, directeur de l'organisation Article 19 Afrique de l'Ouest, une association de défense de la liberté d'expression. Fatou, bonsoir. Bonsoir. Fatou, parlez-nous de votre association Article 19. Article 19, c'est une organisation de défense de la liberté d'expression qui a son siège au Royaume-Uni avec des bureaux régionaux un peu partout dans le monde. Et nous avons notre bureau Afrique de l'Ouest basé à Dakar. Donc nous travaillons un peu dans la sous-région pour la défense et la promotion de la liberté d'expression et de l'accès à l'information. Demain, c'est le procès du confrère Boukari Daou. Est-ce qu'il y a une attente particulière? Bien sûr, comme vous le savez, le procès... En fait, sa détention déjà nous a alarmés, non seulement parce qu'il a été détenu dans des conditions difficiles et dans des conditions que nous avons jugées arbitraires, détenu au secret pendant des jours. Cela déjà constitue une violation des droits humains et aussi de tous les traités que le Mali a signés et ratifiés, notamment les traités africains. Mais aussi demain, nous attendons que le droit à un procès équitable soit respecté. Et ça sur le plan du processus et sur le plan des procédures. Nous attendons aussi sur le fond que les normes relatives à la liberté d'expression reconnues un peu au niveau de la sous-région, notamment par la CEDEAO, par la Commission africaine des droits de l'homme et par l'Union africaine en général, soient respectées le jour du procès. Donc nous attendons vraiment que ces droits à la liberté d'expression ne soient pas ne soient pas sacrifiés sous l'autel d'un quelconque droit. Donc nous attendons vraiment que les juges jouent sur l'équilibre et aussi sur l'intérêt public. Vous êtes directrice de l'organisation Article 19 Afrique de l'Ouest. Comment se porte aujourd'hui la liberté de la presse dans la sous-région? C'est un droit qui est fragilisé, comme on dit, c'est un des droits souvent les plus violés dans la sous-région, notamment dans les périodes de conflit. Nous savons que souvent les belligérants, comme aussi les pouvoirs publics, sont souvent frileux de garder l'information et souvent les journalistes et toute personne qui ose soulever la voix sont souvent les premières victimes des censures, mais aussi souvent de l'oppression et des attaques. Et nous avons vu, par exemple, ici au Mali, l'année dernière, des journalistes ont été attaqués dans beaucoup de pays, y compris la Gambie, qui est un pays quand même où les journalistes
n'osent pas s'exprimer parce que leurs droits ne sont pas reconnus ni respectés. On voit vraiment que dans beaucoup de pays, même des pays qui ne sont pas en guerre, la liberté d'expression est souvent bafouée. Mais d'un autre côté aussi, on voit quelques progrès. Des États qui font des efforts pour légiférer, pour en fait renforcer cette liberté. Et aussi au niveau de la région, on voit des efforts au niveau de la CEDEAO, avec la Cour de justice de la CEDEAO qui a quand même, dans beaucoup de procès, qui sont souvent méconnus quand même du grand public, mais a réaffirmé la primauté de la liberté d'expression comme un droit humain fondamental. Aussi, au niveau même de la Commission africaine des droits de l'homme, des décisions importantes et des résolutions sur la question des libertés d'expression ont été aussi adoptées, juste pour renforcer vraiment le cadre juridique. Maintenant, ce qui est difficile dans nos pays, c'est la mise en application et le respect par nos juridictions, en fait, du principe de la liberté d'expression et aussi de faire des exceptions, vraiment des cas extrêmes. Nous avons vu que dans beaucoup de pays, les exceptions deviennent la règle et on restreint la liberté d'expression sur un oui ou sur un non et on se dit quand même il faut revoir les cadres juridiques mais aussi leur application dans beaucoup de nos pays. Je voulais aussi saisir l'occasion ici pour dire qu'on est ici avec une délégation de journalistes un peu qui viennent de pays de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, un peu de Burkina et d'autres pays aussi pour vraiment soutenir le journaliste et puis la maison de la presse avec tous les journalistes maliens parce que nous estimons que la crise, elle est difficile. Le conflit nous préoccupe tous dans la région, mais la liberté d'expression, le droit du public de savoir ce qui se passe aussi est très important. Donc il faut un équilibre entre la sécurité et aussi le droit du public à l'information. Et cet équilibre est très difficile et c'est ça, et c'est ce à quoi on appelle les juges et les politiciens vraiment à faire des efforts pour qu'il y ait un réel équilibre dans ce domaine-là. Ok. Fatou, merci de répondre à notre invitation. Merci. Je rappelle que Fatou Diagne Senghor est directrice de l'organisation Article 19, une association de défense de la liberté d'expression. Nous poursuivons avec l'actualité au Mali. S'achemine-t-on vers l'adoption d'un programme de développement stratégique de la filière cotonnière dans le pays? Une rencontre sur la question s'est ouverte ce lundi à Bamako sous l'égide du ministre de l'Agriculture. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse dans ce reportage. Pour un coton malien de qualité et plus compétitif, c'est l'un des enjeux que tentera de relancer la compagnie malienne de développement des textiles à travers cette rencontre de validation sur le programme de développement stratégique de la filière coton au Mali. Il s'agit pour les acteurs et partenaires de ce secteur de projeter une nouvelle dynamique avec ce programme quinquennal 2013-2018. La filière coton du Mali se porte bien aujourd'hui, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis pendant ces 2 jours pour sortir un programme stratégique de développement de notre filière pour les 5 campagnes à venir. Il s'agit pour l'ensemble des acteurs de réfléchir sur les 5 ans à venir pour savoir quels sont les moyens à mettre en œuvre pour mettre le Mali à 800 000 tonnes de coton graine, mais aussi 3 millions de tonnes de céréales pour la zone cotonnière. Tout en souhaitant plein succès aux travaux de cette rencontre, le ministre malien de l'Agriculture est revenu sur l'importance de la filière coton dans l'économie du pays. L'importance de la filière coton dans l'économie du Mali n'est plus à démontrer. Plus de 3 millions de Maliens sont accrochés à la production de coton qui constitue la 2e source de recettes d'exportation après l'or. En tant que culture locomotive des cultures vivrières, notamment le maïs, le coton a été retenu comme l'une des 5 filières prioritaires devant bénéficier d'un développement soutenu par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Des recommandations sont attendues à la fin des travaux. Ce rendez-vous de 2 jours permettra également aux participants de se pencher sur les difficultés et d'amorcer de nouvelles perspectives pour la filière cotonnière au Mali. Mali toujours, l'ambassadeur du Sénégal a rencontré ce lundi les syndicats des transporteurs routiers maliens et sénégalais. Cette rencontre avec les responsables syndicaux des 2 pays est le premier acte d'un processus de négociation dont l'objectif est d'apaiser la situation suite à des incidents impliquant des transporteurs sénégalais et des agents de la police malienne dans la localité de Kati.
Cette rencontre vise à trouver des solutions aux nombreuses tracasseries au poste de contrôle et à créer une solidarité syndicale entre Maliens et Sénégalais pour mener à bien leurs activités. L'ambassadeur du Sénégal a promis d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes afin de prévenir toute autre difficulté. On l'écoute. Il y a eu 2 incidents. Des chauffeurs sénégalais ont été tabassés par des agents de la sécurité malienne. Alors, je me suis rendu compte que tous les 2 syndicats n'ont pas apprécié. Et la main dans la main, ils sont venus me voir pour qu'on trouve une solution à ce problème. Et vous avez constaté qu'ils ont parlé d'une solidarité syndicale. Tant mieux. Par contre, par rapport aux Sénégalais qui ont été bastonnés, on va rencontrer les autorités maliennes compétentes, les sensibiliser pour que de pareils faits ne se reproduisent plus. Il y a des difficultés, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés au niveau de l'application des accords qui ont été signés entre le Sénégal et le Mali. Mais la difficulté réside au niveau de la partie malienne, où il y a eu augmentation au lieu d'une diminution des points de contrôle. Et ce problème-là également sera soumis aux autorités maliennes. Et on espère qu'ils vont alléger. Dire que le Sénégal et le Mali, on ne le répétera jamais, constituent un seul peuple. C'est des frères de sang. On est condamnés à vivre ensemble. Donc il faut que l'on s'entende et qu'on trouve des solutions à nos problèmes pour pouvoir nous développer. Toujours au Mali, d'une ambassade à une autre, l'ambassade du Burkina Faso a servi de cadre ce matin au lancement des lampes de lecture Mama Light sous le parrainage du ministère malien de l'Environnement et de l'Assainissement. L'initiative de la société Abezé Solar, et ça, ces lampes multifonctionnelles permettent surtout aux élèves du monde rural d'apprendre facilement leurs leçons, mais aussi de vaguer à d'autres occupations. Des précisions dans le reportage de Kolsian Garsou et Daouda Doumbia. L'énergie solaire comme alternative à l'énergie polluante, voilà l'idée novatrice d'Abzé Solar SA. Pour sa promotrice, son Altesse Royale, la princesse Abzé Tadigman, partant de sa propre expérience, il s'agit surtout d'aider les populations, plus particulièrement les élèves du monde rural, à avoir facilement accès à l'énergie pour des tâches utilitaires. Avec nos collègues techniciens, moi je leur avais raconté mon histoire, comment j'ai dû apprendre. Princesse du village, j'ai pas de carrosse comme les princesses européennes et que je devais utiliser la lampe tempête à pétrole pour faire mes devoirs. Et étant ingénieur maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour c'est un rêve et mon rêve est redevenu réalité. Il y a des petites et petits ingénieurs partout dans le monde qu'il faut donner la chance d'apprendre et le savoir commence par l'éducation. Il faut que l'Afrique se donne les moyens. Nommé Mama Light, qui pourrait se traduire par nos mères nous éclairent ou encore la lumière nous éclaire, cette lampe solaire qui coûte seulement 12 500 avec une garantie de 2 ans a une fonctionnalité multiple. Équipée d'un mini panneau solaire, elle a une autonomie énergétique incomparable car une fois allumée, elle peut éclairer jusqu'à 18 heures par jour. Pour le ministère malien de l'Environnement qui vient de signer un accord d'engagement avec Abzé Solar SA, le projet permettra au Mali d'atteindre son indépendance énergétique et de booster son développement socio-économique. Je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui pour le développement de nos pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le domaine de l'énergie, je crois qu'aujourd'hui, ce partenariat public-privé ouvre une voie d'avenir pour notre pays. Nous avons énormément de richesses en matière d'énergie renouvelable. Le soleil en particulier. Je pense que ces lampes que nous avons vues, ces chauffe-eau solaires, tous ces matériels à base d'énergie solaire, aujourd'hui peuvent révolutionner, changer un peu la vie des Maliennes et des Maliens, particulièrement dans les zones rurales. Cet accord avec le gouvernement malien devrait également permettre à terme de parvenir à la production énergétique de 100 MW à travers la réalisation d'une centrale solaire. La lampe solaire Mama Light n'est pas la seule réalisation de la société Abzé Solar SA. Elle a à son actif entre autres des chauffe-eau solaire et l'éclairage public solaire. Et la visite guidée des différentes installations a permis au public d'apprécier la grandeur des œuvres et leur utilité pour le développement socio-économique du continent, d'où l'importance de la vulgariser. Et j'invite le Tchad, parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir, de voir le président Idriss Déby,
Donc vraiment, je serais très honorée si je suis invitée au Tchad. Et je sais c'est une personne qui souhaite que les petites filles et les petits garçons s'éduquent pour pouvoir prendre la relève. À l'heure où l'Afrique, sans être le continent le plus pollueur, subit de plein fouet les effets de la pollution due à l'énergie fossile, la société Abzé Solar SA, avec son énergie solaire, propose ainsi au continent une autre voie de développement, celle de développement propre et durable. Avant de refermer cette édition, à présent l'actualité en bref et en images, rassemblée et commentée par Abdoulaye Koni. Motion de censure contre le Premier ministre en République démocratique du Congo. Augustin Matata Pogno est visé par une motion pour violation de la Constitution, mauvaise gestion et impunité. Le Premier ministre devra donc s'expliquer devant l'Assemblée nationale ce lundi, des débats houleux en perspective. En Côte d'Ivoire, un parti politique d'opposition appelle le gouvernement de Daniel Kablan d'un camp à négocier avec les enseignants du primaire et du secondaire public en grève illimitée depuis une semaine pour des revendications salariales. Le corps enseignant réclame le paiement intégral du reliquat de 50% des effets financiers depuis 2009. Un autre foyer de tension l'attend. Chassés des principales villes du nord du Mali par les armées françaises et africaines, les combattants djihadistes tentent de se réorganiser dans des pays voisins et sur le territoire malien. Le retrait annoncé du Tchad et de la France fait craindre le pire et selon des sources militaires et sécuritaires, il faut craindre que les islamistes reprennent pied dans les zones d'où ils ont été chassés pour imprimer une nouvelle dynamique à leurs actions terroristes. Merci Abdoulaye Kone pour ce tour d'horizon de l'actualité, un tour d'horizon qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Africab Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.